Un jour, j'ai découvert comment je pouvais devenir ce mec que j'ai toujours voulu devenir. Je suis fier aujourd'hui de dire que je me contente plus de seulement avoir des objectifs. Le premier contact, Mais que je fais vraiment partie de ces gens qui les réalisent. entre Timao et l'ours polaire. Tu connais ce sentiment, t'as des grandes ambitions pour ta vie ou tu veux tout simplement atteindre certains buts dans ta vie. Alors tu les marques sur un journal, tu te dis là je suis vraiment motivé, demain c'est parti. Tu fais le plan parfait pour y arriver, tu divises tes gros objectifs en plus petits objectifs, tu trouves les habitudes, les actions que tu dois faire chaque jour. C'est simple, t'as plus qu'à agir. Pourtant, c'est plus difficile que prévu. Dans le meilleur des cas, tu tiens une semaine ou deux, puis tu passes à autre chose. C'est pas uniquement que t'arrives pas à tenir tes habitudes, mais dans les actions que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, il y en a qui te font peur. Et t'es esclave de cette petite voix dans ta tête qui t'empêche de juste agir. Et tu finis par retourner regarder des vidéos de gars qui vivent la vie de tes rêves, qui ont atteint ce que tu veux au fond de toi, et tu te contentes de vivre ton rêve à travers eux. Un jour, t'entends parler d'un gars dont la légende raconte qu'il avait la même vie que toi. Mais après avoir disparu du jour au lendemain dans les montagnes, quelques mois, il est revenu et s'est mis à se lever tôt. Prendre des douches froides, faire du yoga, travailler ardemment vers ses buts dans un flot perpétuel. Et tu te demandes comment il a fait pour passer du mec qui a des rêves, des projets comme tout le monde, au gars qui les réalise. Comment il a fait pour avoir cette discipline, reprendre le contrôle sur son esprit, comment il s'est mis à développer un corps, un esprit sain et qui lui permet de rayonner dans sa vie aujourd'hui, enfin de vivre sa vie à 2000% quoi. Mais ce qui est le plus surprenant chez lui, c'est qu'il a pas l'air de souffrir, il a plus de s'amuser tout en faisant ce qu'il faut pour atteindre ce qu'il a vraiment envie dans sa vie. Il rigole en soulevant de la fonte, il rigole quand il échoue. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans les montagnes pour se transformer à ce point? Je vais te dire ce qu'il a fait et comment tu vas y arriver. Les anciens du village disent qu'il a réalisé l'Atman. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. L'Atman. À chaque fois j'en parle sur cette chaîne mais je dis pas qu'est-ce que c'est. Pour ça faut que je me raccroche à une philosophie ancienne, celle du yoga. Le yoga veut dire union. C'est une méthode pour atteindre l'homme éveillé, l'homme qui transcende la vie, qui ne fait qu'un avec la vie. Celui qui se sent appartenir à un absolu avec le tout en fait. C'est ça l'Atman. C'est celui qui vit heureux car libéré de toute dualité. Il n'y a plus de bien, de mal, il y a seulement un tout. Ce qui l'amène à vivre sa vie avec légèreté et en souriant à ce qui lui arrive, en rigolant dans tout ce qu'il fait. C'est celui qui est reconnecté à ce qu'il y a de plus profond en lui, qui est plus seulement dans son mental comme on est nous tous les jours, et qui comprend qu'il a aussi un corps, qu'il n'est pas juste des pensées, et qui peut décider de l'influence de son mental sur lui, de ses pensées sur lui. Pour comprendre ce que c'est l'Atman et l'essence même du yoga, on peut utiliser une métaphore qui s'appelle la métaphore du char. En gros, t'as un char qui représente ton corps, t'as les chevaux qui représentent tes sens, ton mental. Le passager, celui qui décide où va le char en théorie, c'est l'âme, le soi. Nietzsche a une citation que j'adore dans Ainsi parlait Zarathustra. Il écrit « Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se trouve un puissant maître, un inconnu montreur de route, qui se nomme soi. En ton corps, il habite, il est ton corps. » L'âme, c'est pas forcément matériel. On peut croire ou pas croire à l'existence de l'âme. Moi, j'y croyais pas, étant donné que je me disais que c'est quoi, c'est l'âme, c'est ce qui disparaît quand tu meurs. Ici, c'est pas ça, c'est pas forcément matériel. C'est toi, en fait, c'est ton inconscient, c'est ton cœur, c'est ton corps. C'est ça, l'âme. On est rempli de préjugés qui nous empêchent de comprendre des choses profondes, comme ce genre de concept. Et puis, sur ce char, tu as l'intellect, le cocher, et puis t'as les rênes. Les rênes, c'est le yoga. Et c'est là le but du yoga, redonner les rênes à l'âme, au soi. Aujourd'hui, c'est comme si on n'avait plus de rênes et qu'on laissait les chevaux nous emmener où ils veulent. Et on peut pas être heureux, en paix, comme ça. Quand t'as pas de sens à ta vie, c'est tout simplement que t'es juste trop dans que tu laisses les chevaux choisir où tu vas. Il y en a qui vont pas comprendre cette métaphore et c'est pas grave. C'est juste pour dire que l'Atman, c'est celui qui a redonné le contrôle du char, de son corps, de sa vie, au soi, à l'âme, qui s'est reconnecté à son corps, à sa véritable nature, et qui est plus dépendant de son mental, de ses sens, de ses pulsions animales, qui sait où il va et qui agit. Et c'est devenir ce qu'on a besoin d'être et plus ce qu'on l'on croit devoir être. Atteindre l'Atman, c'est dépasser la bête. C'est dépasser cette partie animale de nous, cet ego qui nous rend malheureux, qui nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans nos vies. Et pour atteindre l'Atman, ça passe par le yoga. Mais le yoga, c'est pas seulement des postures, comme on peut le croire aujourd'hui en Occident. En réalité, il y a plusieurs voies du yoga. T'as des voies qui n'utilisent pas du tout le corps, mais dans celle qui est la plus connue et qui est décrite dans les Yoga Sutras de Patanjali,
un texte fondateur qui date de plusieurs milliers d'années. Il y a 8 branches au yoga. Les 2 premières, c'est Yama et Niyama, qui représentent en gros des règles de vie que tu te fixes et qui te permettent d'avancer vers cet Atman, vers cet idéal. En fait, suivre ces règles, qui sont des règles universelles, il n'y a pas d'idée de religion ou quoi, ça a vraiment rien à voir. Ça transcende tout ça. Et ces règles, Niyama et Yama, elles permettent de créer le bon terrain pour faire pousser la graine de l'Atman. En fait, elles te donnent des outils de comment vivre tous les jours, de manière à créer un terrain fertile pour l'Atman. En fait, ça te donne une structure, un antidote au chaos si tu veux, pour pouvoir te créer une relation avec toi-même et avec les autres qui crée une vie plus heureuse, plus en harmonie avec toi-même et le monde qui t'entoure. Donc en premier, t'as les yamas. C'est les règles de relation aux autres et à soi-même. Entre nous, t'es né, t'as pas eu le choix des autres. T'es né dans un environnement où il y a les autres. Et croire que tu dois pas évoluer avec les autres, faire abstraction des autres, c'est une erreur. Les autres ont une influence sur toi et la relation que t'as avec les autres a aussi une influence sur toi. Mais t'as aussi une relation à gérer qui est avec toi-même. Tu dois aussi entretenir cette relation à toi-même. Le premier des yamas, c'est Ahimsa, qui veut dire non-violence. Là, t'as 2 choix. Premier choix, tu t'arrêtes et tu te dis, oh, c'est la non-violence, c'est facile, on frappe pas les autres, quoi. Non, c'est pas juste ça. Là, c'est s'arrêter à une première définition simpliste. C'est pas juste ne pas être violent avec les autres. C'est plus cultiver l'idée, le concept de l'amour envers les autres et envers soi-même. Si tu te fais frapper dans la rue, tu vas pas rien faire. Ça serait de l'irrespect envers toi-même. Manquer d'amour envers toi-même. Ensuite, t'as Satya, la vérité. La vérité dans la pensée, dans l'action, dans la parole. Trop de gens vivent en se mentant à eux-mêmes et passent à côté de leur vie. Mentir aux autres, à soi-même, ça crée un stress inutile, de la frustration, on n'est pas authentique et ça apporte que des problèmes. Ensuite, t'as Asteya, le non-vol. Encore une fois, c'est pas juste ne pas voler son voisin, c'est éviter de voler physiquement, d'accord, mais aussi mentalement. Éviter de voler les pensées, les idées des autres, ne plus être dans la jalousie. La jalousie, c'est désirer ce que l'autre a, c'est arrêter de vouloir prendre ce qui ne nous appartient pas pour faire plaisir à notre ego, mais plutôt dépasser son ego et tout simplement éviter de la souffrance inutile, comme la culpabilité, etc. Ensuite, t'as Brahmacharya, c'est la maîtrise des sens, la chasteté. Encore une fois, c'est pas ne plus faire de sexe ou je sais pas quoi, mais plutôt encourager la maîtrise de ses sens, la modération dans les plaisirs sensoriels, comme le sexe, la nourriture, tout ça. En fait, la pratique de la tempérance, c'est comprendre qu'on a une énergie, qu'on a de l'énergie en nous et choisir où on la dirige. Je sais pas, quand tu te masturbes, je parle pour les hommes, mais t'éjacules des spermatozoïdes, ton corps il va mettre je sais pas combien de temps, pas mal de temps pour refaire des spermatozoïdes et ça va lui demander de l'énergie. Pareil, quand tu manges de la merde, ton corps va avoir du mal à digérer et ça va lui demander de l'énergie. En fait, c'est éviter de mettre trop d'énergie dans les plaisirs pour pouvoir choisir où on la dirige. Ensuite, t'as Aparigraha, le non-attachement. C'est le détachement matériel et émotionnel. C'est se libérer du désir excessif, de vouloir toujours plus et en particulier de vouloir toujours posséder plus. En fait, c'est se détacher de nos possessions, que ce soit des possessions physiques mais aussi émotionnelles, des possessions de l'esprit. C'est ne plus être attaché à quelque chose, à des idées, mais être plutôt libre. Il n'y a que comme ça que tu peux avoir la paix de l'esprit. Donc ça, c'était les yamas. Ensuite, t'as les niyamas. Là, c'est encore des règles de vie, mais plus des règles de comportement personnel. Premier, c'est Socha. J'espère que c'est... Est-ce que je dis bien? C'est la pureté. Je dois t'avouer que c'est difficile de partager tout ça pour moi, parce que tu vois, c'est que des termes où on a tout un tas de préjugés. Et si on n'est pas ouvert un minimum d'esprit, on peut que être réticent face à ça. Agir de manière à créer un corps et un esprit pur. La pureté ici, c'est tout simplement supprimer tout ce qui est toxique pour ton corps et ton esprit. Donc supprimer les relations toxiques, l'alimentation toxique, les réseaux, cultiver une hygiène de vie pure entre guillemets, prendre soin de soi. Ensuite, t'as Santosha, c'est l'idée de satisfaction. Si tu pratiques Santosha, mon gars, je peux t'assurer que tu seras heureux. C'est la satisfaction de ce qu'on a dans le moment présent. Et en faisant ça, on a la joie de vivre. Ça peut passer par le fait de savourer ce qu'on est en train de vivre, ou tout simplement d'être dans la gratitude, remercier par rapport à quelque chose qu'on a. Et au début, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais comment on peut vivre une vie si on est tout le temps satisfait? Comment on peut évoluer? Mais en fait, il était là le problème. C'est que j'étais dans l'idée que pour avancer, il fallait forcément désirer plus.
Fallait que ça soit le désir de quelque chose, un désir qui vient de l'ego en fait. Alors quand on est satisfait, mais qu'on n'agit plus dans l'ego mais dans le cœur plutôt, dans l'amour, on continue d'évoluer tout en étant satisfait, tout en étant joyeux, heureux. Quand on agit avec l'ego, on veut toujours plus, on n'est jamais satisfait, jamais en paix. Ensuite, t'as tapas, la discipline. Tapas, c'est entretenir ce feu en toi qui permet de brûler les obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Ensuite, t'as svadhyaya. Je sais pas si la prononciation est parfaite, mais il me semble que c'est à peu près ça. Svadhyaya, c'est l'étude de soi. C'est l'introspection, la réflexion, l'étude des textes, de la philosophie, parce que c'est en explorant notre propre nature, nos pensées et nos motivations qu'on acquiert une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Quand tu comprends un outil, tu peux mieux l'utiliser. C'est pareil avec ton corps, ton esprit, si tu comprends comment il fonctionne, tu te donnes l'opportunité de mieux l'utiliser. Et en dernier, t'as Ishvara Pranidhana. Ça veut dire la contemplation de l'univers, la dévotion à Dieu. Ici, on ne parle pas de Dieu comme tu peux le penser. En fait, c'est tout simplement comprendre que tu fais partie d'un tout et apprendre à contempler ça, à contempler que tu fais aussi partie de cette nature qui t'entoure. Tu es aussi les autres qui t'entourent. L'idée du moi aujourd'hui, qu'on existe sans les autres, c'est une illusion. Sans les autres, t'es rien. Tu n'existes pas et les autres n'existent pas sans toi. Parce que sans le groupe, tu pourrais pas vivre, subvenir à tes besoins. Et donc, si on peut pas vivre sans les autres, est-ce qu'il existe vraiment un moi ? Ensuite, la troisième branche, asana, c'est celle à laquelle on pense quand on pense au yoga, c'est celle des postures entre guillemets. Mais quand tu fais du yoga, tu viens pas seulement te mettre dans des postures bizarres, te tordre dans tous les sens. En fait, tu viens développer ton corps dans son ensemble. Parce qu'un corps fort égale un esprit fort. Et inversement, tu viens travailler ton corps dans son ensemble. T'assouplis ton corps, le rends plus flexible, t'améliores ta force musculaire, tu gagnes tout ton corps souvent dans les postures, tu améliores ton cardio, ta capacité respiratoire. Bref, tu optimises au maximum en fait le fonctionnement de ton corps. Parce qu'encore une fois, on veut créer la base pour pouvoir atteindre l'Atman, pour pouvoir vivre sa meilleure vie. Et donc ça passe aussi par travailler son corps. Mais tu viens pas juste travailler des muscles, faire grossir des muscles comme à la salle, tu viens travailler ton corps de manière holistique dans son ensemble en fait. Tu viens travailler, stimuler chacune des parties de ton corps, chacun des systèmes de ton corps, système endocrinien, donc les hormones, respiratoire, musculaire. Donc ça t'amène à avoir une meilleure santé, de meilleures capacités physiques, un corps plus esthétique. En fait, t'améliores tout simplement l'outil, le char, cet outil qui te permet d'expérimenter la vie. Mais tu développes aussi ta conscience en te concentrant sur l'instant. Et c'est ça, le développement de la conscience, qui permet de reprendre les rênes de son mental. Et donc qui nous rend plus disciplinés, plus heureux. C'est ne plus procrastiner, c'est ne plus souffrir à cause de son esprit, mais être en paix. Et ces trois premières étapes, c'est tout ce sur quoi tu peux agir sur l'extérieur pour te créer un terrain propice à l'Atman, en retrouvant le contrôle sur ton corps avec les asanas, le contrôle sur ton mental, tes pensées, en améliorant ta relation avec toi-même et les autres. Yama et Niyama, ça permet de gouverner tes passions et tes émotions, et c'est aussi ce qui te permet de maintenir une harmonie avec les autres et avec toi-même. Alors que les asanas vont permettre de maintenir la force, la santé du corps et du coup de son fonctionnement naturel pour qu'il soit optimisé au maximum. Et donc après, tu rentres dans pranayama. Grosso modo, ça serait les techniques de respiration. Mais c'est bien plus que ça. Pour comprendre pranayama, il faut comprendre le concept de prana. Le prana, c'est toutes les forces de la nature, l'électricité, la gravitation, le magnétisme, tout ce que tu veux. C'est l'énergie qui t'entoure et qui te constitue. C'est la force vitale en nous. Nietzsche, il appelait ça la volonté de puissance. Tous les philosophes, ils ont cette idée qu'il existe une énergie vitale, une force vitale. Et donc le but du pranayama et du yoga en général, c'est de capter, d'accumuler le prana, de retrouver cette énergie en soi et autour de nous pour pouvoir diriger ce prana, cette énergie, là où on a envie qu'elle aille, à travers notamment les exercices respiratoires. Ensuite, tu as pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens, apprendre à maîtriser ses sens. Dans les deux étapes, pranayama et pratyahara, tu apprends à contrôler
ta respiration et de cette façon à maîtriser ton esprit, ce qui amène à se libérer des sens. Et les 3 dernières étapes représentent cette connexion au soi, à l'âme entre guillemets, ce qui permet la réalisation de l'Atman. Tout ce qui a précédé là, c'est un petit peu ce qui prépare en fait à ces 3 étapes. La première, c'est Dharana, la concentration. Travailler sa concentration. La concentration de l'esprit sur un objet ou une idée spécifique, ce qui permet de développer la stabilité mentale. Ensuite, tu as Dhyana, la méditation. C'est quand tu vas au-delà de la concentration et que tu rentres dans la méditation. C'est où l'esprit est absorbé dans l'objet de sa concentration de manière prolongée. Et enfin, t'atteins le samadhi, c'est l'état ultime de l'union entre le soi et le corps et l'esprit. On transcende l'ego, le moi individuel, pour atteindre l'unité avec du corps et de l'esprit et aussi du tout. Bon, malheureusement, c'est très peu probable que tu réalises le samadhi. Et moi pareil, et tout le monde. Mais alors pourquoi tout ça? Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, même si on n'atteint pas le samadhi dans nos vies, on n'atteint pas cette union incroyable avec le tout, aspirer à l'Atman, à reprendre les rênes de son mental, de ses sens, retrouver l'union avec la vie, c'est s'offrir l'opportunité de vivre une vie plus belle. Même si on n'atteint pas le samadhi, on se crée un corps fort, on améliore notre santé, nos capacités physiques, on fait en sorte que tout fonctionne bien dans notre corps, on stimule notre énergie, on a plus d'énergie pour vivre nos vies, pour réaliser nos projets. Et en fait, toutes ces branches, elles n'ont pas vraiment une hiérarchie. Il y a une petite hiérarchie, mais elles sont surtout interconnectées. Il y a une synergie entre les branches. Chaque branche fonctionne avec et grâce aux autres. Par exemple, Asana, créer un corps fort, permet un meilleur pranayama, parce que pranayama, c'est entre autres les techniques de respiration. Et donc, si tu améliores tes voies respiratoires avec Asana, les postures, bah, tu peux forcément mieux respirer et donc développer le pranayama aussi. Enfin bref, elles sont toutes interconnectées comme ça et l'une va pas sans l'autre. Et moi, le yoga, à la base, mon père est prof de yoga, donc j'en fais depuis petit, sauf que je m'étais jamais vraiment intéressé à la philosophie du yoga jusqu'à mes 17-18 ans, où je suis parti faire une formation et où j'ai compris ce que c'était vraiment l'essence même du yoga. À la base, c'était dans une quête de sens, où je cherchais un sens à ma vie, que j'ai fait tout ça, que j'ai fait cette formation, cette retraite spirituelle entre guillemets. Et ce que m'a apporté le yoga, ça a juste changé ma vie sur tous ses aspects. Que ce soit en reprenant le contrôle de mon mental, me vivre libéré du regard des autres. En partie, je me suis presque totalement libéré de la procrastination. J'ai amélioré ma concentration, ma productivité, mon énergie au quotidien. Et surtout, ça a redonné un sens à ma vie. Chaque jour, j'avance vers cet Atman, cet homme éveillé, pas parce que j'aspire profondément à atteindre le samadhi, mais juste parce que ça me permet de vivre une vie tellement meilleure, une vie qui a du sens, parce que je fais union avec ce qui m'entoure, la nature, la vie. Ça me permet de capturer cette énergie vitale que j'ai en moi, cette vie que j'ai en moi, pour utiliser tout le potentiel que j'ai, vivre ma vie à 2000%, réaliser mes projets. Si je cherche à atteindre l'Atman, c'est parce que je sais que quand je vais regarder en arrière, regarder toute ma vie, eh ben, elle aura forcément été incroyable, parce que j'ai aspiré à cet idéal qu'est l'Atman. Et j'ai utilisé les outils que m'ont légué mes ancêtres. Au début, j'étais tellement arrogant à croire que, puisque ça datait de milliers d'années, c'était forcément obsolète. Mais en fait, non, ils étaient juste ultra connectés à ce qu'ils étaient eux. Ils n'avaient pas la science ni tout ça. En revanche, ils avaient cette connexion à eux-mêmes qui était juste énorme. Et c'est tellement arrogant aujourd'hui de passer à côté de cette sagesse qu'on nous a donnée, offert. Et surtout, en aspirant à l'Atman, je tombe plus dans le nihilisme, comme j'ai pu l'être, où je vis ma vie à moitié, juste malheureux, profondément malheureux, sans sens. Et puis ça donne un sens un petit peu à l'humanité, dépasser la bête, l'animal, pour atteindre le surhomme dont parlait Nietzsche. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme, disait Nietzsche. On peut un peu voir l'Atman comme le surhomme de Nietzsche. Si tout le monde aspirait à l'Atman, chacun vivrait des vies de malade mental, en union avec soi-même et avec le monde qui l'entoure, et on amènerait l'humanité vers quelque chose de encore plus beau qu'est-ce qu'elle est déjà. Aspirer à l'Atman, c'est surtout le retour à la vie, ne faire qu'un avec ce qu'on est, un être humain, et exploser le potentiel qu'on a en tant qu'être humain. Être dans le yoga, c'est pouvoir expérimenter la vie, comme quand on touche un objet avec le doigt, sauf que cette fois-ci, c'est tout son être qui touche le monde. Le soleil ne se demande pas pourquoi il brille, juste il brille. Faisons comme le soleil, brillons.